Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mon général, nous nous retrouvons cet après-midi afin de poursuivre notre cycle d'audition consacré au projet de loi de finances pour 2025 pour ce qui concerne la mission défense. Les 50,5 milliards d'euros de crédits budgétaires prévus en 2025 pour notre défense sont la traduction du juste nécessaire et nous veillerons à ce que chaque euro utilisé soit optimisé. Cette enveloppe, en augmentation de 3,3 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024, est par ailleurs conforme à la trajectoire adoptée en loi de programmation militaire. Elle permet de répondre à une impérieuse nécessité, celle de pouvoir compter sur un outil de défense cohérent et capable de nous protéger face aux menaces dans un monde qui est chaque jour plus dangereux. Le réarmement massif de nos compétiteurs, la rapidité des boucles technologiques, l'emploi des forces de plus en plus décomplexées par certains acteurs et l'instabilité géostratégique à l'échelle mondiale s'imposent à nous. Il nous faut donc plus que jamais respecter le cap fixé par la loi de programmation militaire et conserver à nos armées leur supériorité opérationnelle. Et cela passe par la maîtrise et le renforcement de nos capacités d'analyse, de décision et d'action. Afin de remplir cet objectif, la loi de programmation militaire 2024-2030 s'articule autour de 4 axes. Le premier, moderniser notre dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre défense, dont toutes ses composantes et dans une logique de stricte suffisance. Le deuxième, assurer la capacité à nos armées à être prêtes à réagir de manière décisive dans le cas d'un éventuel engagement majeur. Le troisième, donner à nos armées les capacités d'agir dans les champs matériels comme immatériels et face aux menaces hybrides. Et enfin, le quatrième, renforcer nos territoires d'outre-mer pour encore davantage les protéger face aux pressions de nos compétiteurs. Afin d'entrer dans le cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, pour ma part, mon général, plusieurs points font l'objet d'une attention particulière. Mon premier point concerne les ajustements prévus dans le projet de loi de finances pour 2025 afin d'adapter notre outil militaire à l'évolution des menaces. Je pense par exemple à la place plus importante à donner à l'intelligence artificielle ou au domaine des munitions. Pourriez-vous nous dresser un état des lieux de ces ajustements? Pourriez-vous également nous indiquer quels sont les secteurs faisant l'objet de priorisation particulière et quels sont les éventuels ajustements capacitaires qui en découlent? Mon second point concerne les ressources humaines. Au-delà de la trajectoire financière et capacitaire, il ne faut jamais oublier les femmes et les hommes civils et militaires qui composent nos armées. Pourriez-vous nous détailler les mesures prévues en 2025 afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des personnels, notamment dans le cadre du plan Fidélisation 360 ? Pourriez-vous également revenir sur la mise en œuvre particulièrement attendue du chantier concernant la revalorisation des grilles indiciaires? Mon général, sans plus attendre, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, comme prévu, en fait, je reviens m'exprimer devant vous 3 semaines après ma dernière audition durant laquelle j'avais partagé avec vous mon appréciation sur l'environnement stratégique dans lequel les armées sont engagées, avant de faire un tour non exhaustif sur les opérations. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du projet de loi de finances 2025. Pour les armées, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui s'inscrit bien évidemment dans la loi de programmation militaire 2024-2030. Cette LPM porte une ambition de transformation pour permettre à la France de faire face aux nouvelles menaces et également de permettre à la France de maintenir son rang. En préambule, je voudrais rapidement dire qu'une LPM se construit en fonction du présent et du futur. Pour cela, on commence par l'identification des menaces. Ensuite, on définit les moyens pour y répondre. Enfin, on le fait en s'inscrivant dans une ambition. C'est avec ces éléments à l'esprit que je souhaite d'abord vous rappeler les données d'entrée en construction de LPM et ensuite rappeler les 3 axes d'effort identifiés pour construire cette LPM en insistant sur les questions posées sur la RH,
l'intelligence artificielle, mais également les munitions. Alors, les données d'entrée de la loi de programmation militaire. Il y a tout d'abord 2 données d'entrée. Tout d'abord, la cohérence comme clé de la construction. C'est ce qui permet de disposer de capacités opérantes. Je pense que c'est extrêmement important dans ce domaine de rester cohérent sur les actions qu'on conduit. C'est d'ailleurs, vous l'avez noté, le même principe qui régit notre soutien à l'Ukraine. Ensuite, la sanctuarisation du cœur de souveraineté qui est lié à la singularité de notre pays et de son positionnement stratégique à ne jamais oublier. Alors, première clé de construction, la cohérence. Privilégier cette cohérence dans les actions de renouvellement capacitaire est quelque chose qui est différent d'une logique de parc. Ceci pour disposer à chaque fois de matériel avec des potentiels d'utilisation et des munitions pour la préparation opérationnelle et l'engagement, ainsi que l'autonomie logistique pour l'engagement. C'est ce qui permet d'ajuster l'ambition aux réalités sans la dénaturer et sincérise nos capacités opérationnelles face à la menace des engagements possiblement aujourd'hui imposés. Ça permet également de consolider le modèle français de défense, un modèle qui se caractérise par son autonomie et sa souveraineté, qui doit être le plus complet possible. Et je le reconnais, c'est différent des choix que peuvent faire d'autres armées, mais c'est ce qui permet de faire Sagittaire ou de déployer, par exemple, les forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie sans devoir faire appel à d'autres pays. Ensuite, un impératif, c'est sanctuariser le corps de souveraineté. Consolider, ça veut dire consolider le socle, qu'on appelle le cœur de souveraineté, face aux conditions évolutives de l'environnement stratégique, ce qui nous permet de vivre, c'est le fonctionnement courant, et de remplir nos missions de protection partout et en toutes circonstances. Ça correspond donc à notre mission de protéger le territoire national en métropole comme outre-mer, dans les milieux physiques, terre, air, mer, évidemment, cyber, espace, mais également dans les champs immatériels, informationnels, électromagnétiques. Il faut donc une capacité d'appréciation de situation autonome. C'est la transformation numérique, c'est aussi Artemis IA qui met au cœur du renseignement le traitement de la donnée de masse. C'est également maintenir une dissuasion crédible qui, en plus, tire vers le haut l'ensemble des armées, en particulier la marine et l'armée de l'air et de l'espace. Pour que les armées puissent remplir leur mission, il faut 5 ressources qui sont les critères impératifs de succès de la stratégie militaire générale. Tout d'abord, vous l'avez dit, des ressources humaines. Les hommes et les femmes de nos armées sont notre bien le plus précieux. Il faut les considérer comme tels et être cohérents de la manière dont on les traite. Bien évidemment, c'est les forces morales qui doivent être articulées avec celles de la nation. Il faut des ressources matérielles et numériques, évidemment, un cadre administratif et financier adapté aux spécificités, aux enjeux de transformation des armées, mais aussi à leurs engagements. Et enfin, un conditionnement à la haute intensité par le durcissement de notre préparation opérationnelle et la transformation de notre commandement interarmé. Je vais d'abord insister, comme vous l'avez demandé, sur le volet RH, qui conditionne directement nos capacités plus qu'aucune autre. Actuellement, vous le savez, on a lancé, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, un groupe de travail pour réviser notre modèle. Le but étant de tenir compte tout d'abord des évolutions sociétales. En fait, les militaires sont dans la société, mais aussi les conditions du marché du travail. Il n'y a pas 2 marchés du travail, un marché du travail militaire, un marché du travail civil. Tout ceci est confronté au même marché du travail. Il faut bien comprendre que l'État militaire impose des suggestions qui sont les garantes, d'une part, d'efficacité opérationnelle. Ces suggestions ne vont pas diminuer, bien au contraire, et elles percutent les standards de la vie civile. Tant mieux, si finalement le monde civil peut vivre avec moins d'incertitude, avec plus de facilité, mais globalement, c'est probablement pas ce qui est possible pour les militaires. Quelques exemples viendront par la suite. En effet, le caractère spécifique de l'État militaire doit aussi être pris en compte par la nation. Par exemple, je cite souvent la mobilité. La mobilité étant un cas assez intéressant, puisque bien évidemment, elle impacte le militaire, comme d'autres cadres de la suggestion, mais c'est probablement la suggestion qui impacte le plus la cellule familiale. Donc le militaire a comme contrainte, ou comme impératif, dirais-je, la mobilité. Impératif parce qu'en fait, la mobilité est la condition sine qua non de l'escalier social qui fait fonctionner les armées. Donc, en fait, sans mobilité, pas d'escalier social, et en fait, pas d'armée telle qu'on la connaît aujourd'hui. En revanche, cette mobilité-là, elle a un impact extrêmement important, non seulement sur le militaire, ce qui n'est pas forcément quelque chose pour lui déplaire. Je ne pense pas que je connaisse beaucoup de militaires qui se disent « j'aurais voulu passer toute ma vie dans le même régiment, toute ma vie dans la même base aérienne, toute ma vie dans le même état-major ou sur le même bâtiment ». En fait, la mobilité est quelque chose qui est accepté et qui fait partie, entre guillemets, du sel de la vie militaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, probablement plus qu'avant, l'impact de la mobilité est extrêmement fort sur la famille. L'impact, il est d'abord fort sur la conjointe du militaire, le ou la conjointe du militaire.
D'autant plus qu'aujourd'hui, 80% en fait des militaires sont mariés ou en tout cas en couple, ce qui n'était pas le cas avant, plutôt un pourcentage qui était plutôt de l'ordre de 25 à 30% chez les officiers, 50 à 60% chez les officiers. Aujourd'hui, toutes catégories confondues, c'est probablement plus de l'ordre de 80%. Et que bien évidemment, pour les épouses, la mobilité qui intervient tous les 2, 3, 4 ou 5 ans est quelque chose qui complique un peu le développement de la vie professionnelle. C'est aussi un impact sur la scolarité des enfants. Puisque là aussi, ça veut dire que finalement, il faut retrouver un lieu de scolarité, changer de professeur, et que les enfants ne tiennent pas spécialement à changer, même si généralement ils sont contents une fois qu'ils ont changé, mais ça provoque quelques petites tensions. Il y a le sujet de l'accès à la propriété, là aussi, qui est rendu plus compliqué par la mobilité, et il y a enfin même quelquefois l'accès aux soins, et qu'aujourd'hui, vous le savez, il faut un médecin référent, et qu'en fait, dans certaines zones, finalement, il y a un peu des listes d'attente chez les médecins pour trouver un médecin référent. Donc ça, c'est l'impact de la mobilité, comme vous le voyez, qui impacte d'ailleurs plus la famille que finalement le militaire. Et ça, c'est un impératif, cette mobilité, comme je vous l'ai expliqué, mais ça se transforme en contrainte pour les familles, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Donc, d'où un investissement infrastructure, par exemple, pour le logement et la préparation opérationnelle, avec 3,1 milliards prévus en 2025. Le point suivant, c'est que la nation se paye une armée pour ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire remplir la mission de défense si nécessaire au péril de sa vie au niveau individuel. Bien évidemment, la solde doit être à la hauteur de cet impératif qui est imposé, de ce statut, reconnaissance de cet État plus que de l'acte de protection. Et en fait, je considère qu'on ne doit pas payer les militaires pour ce qu'ils font. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, on paye une armée pour ce qu'elle doit être capable de faire, et non pas un paiement à l'acte, quelque chose qui est un peu antinomique, sinon le risque étant un jour que ça ne réponde pas. Et ça veut dire qu'il faut qu'on veille à aller vers plus d'indiciaires, car c'est cela qui correspond le plus à la logique du statut. À ce sujet, la revalorisation de la grille indiciaire des sous-officiers et des officiers, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sera la bienvenue, même si en fait on n'est pas du tout quelque chose qui transforme notre système actuellement indemnitaire vers un système indiciaire, mais c'est quand même un début de rééquilibrage qui, à mon avis, est extrêmement important et extrêmement attendu. Besoin également d'être en phase avec les révolutions technologiques et les tensions sur le marché de l'emploi, attractivité des parcours professionnels et fidélisation par un rééchelonnement des grilles indiciaires, je viens d'en parler, mais également assurer un niveau d'activité permettant d'être apte à l'engagement opérationnel avec ces matériels. À partir de ces données d'entrée, on a défini 3 axes pour être à la hauteur de ces enjeux. Tout d'abord, le premier axe, c'est l'axe de la cohésion nationale. Le premier axe d'effort pour bien montrer son importance. La cohésion nationale, c'est le centre de gravité de la nation, et c'est donc une cible privilégiée pour nos adversaires. C'est aussi ce qui pourrait faire que, finalement, on perde une guerre avant même de s'engager, c'est-à-dire par manque de volonté de, finalement, décider d'engager nos forces. Bien sûr, les armées ne portent pas l'entière responsabilité de la cohésion nationale, mais elles y contribuent. Cette contribution passe par le renforcement du lien armée-nation, avec un effort assumé de la part des armées vers la jeunesse. On estime que c'est ce qu'on touche le plus, c'est ce qui nous intéresse, et c'est probablement quelque chose qui intéresse davantage la jeunesse. On doit augmenter notre surface de contact. Les militaires ont probablement tendance à croire qu'ils sont très visibles. En fait, 250 000 militaires sur 60 millions d'habitants, en fait, c'est quelque chose qui est carrément minuscule. Et que la disparition, ou en tout cas la mise en sommeil du service national, fait qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 70, 75%, ça doit se calculer, en fait, ne seront jamais véritablement en contact avec un militaire. Ils vont le voir à la télé, oui, il y aura des informations qui vont parler de militaire, mais parler avec un militaire, parler de son métier, avoir une connaissance de ce qu'est le milieu militaire, je pense que c'est quelque chose qui est, par la force des choses, en train de se réduire. Et donc, il faut évidemment qu'on augmente cette surface de contact. Aujourd'hui, on estime qu'avec l'ensemble des dispositifs qui sont en place, environ il y a 80 000 jeunes qui sont en contact des armées, sous différentes formes. Et ça, une classe d'âge, c'est 800 000. Donc vous calculez, c'est 10%. Donc c'est bien, mais c'est bien évidemment pas suffisant. Et donc il faut passer à une autre échelle. Donc il y a différentes actions qui ont été lancées pour participer à la diffusion de l'esprit de défense, en particulier grâce au partenariat avec les INSPE, qui sont les organismes de formation des professeurs. Le but étant, qui reçoit un bon accueil, le but étant que durant cette formation, finalement, les professeurs soient sensibilisés à l'enseignement de défense. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, mais en fait, en les mettant, en leur expliquant qu'il existe un portail à travers duquel ils peuvent avoir accès à des ressources
pour illustrer leur cours avec des matériels, enfin des produits existants ou le construire, mais également comment créer une classe de défense, comment pouvoir contacter un militaire pour une intervention dans leur classe et tout. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique et qui marche, qui est en train de se lancer et qui marche assez bien. Il y a également la mise en place d'un bureau jeunesse cohésion nationale à l'état-major des armées pour piloter par le haut cette importance de la cohésion nationale. C'est bien évidemment d'une part décliné par les armées, direction et services, parce que c'est eux qui ont la matière pour faire. Et je note que dans cette cellule, dans cette division de l'EMA, division cohésion nationale, on a par échange avec l'éducation nationale mis en place une inspectrice, et donc qui en fait est un peu la vision de l'éducation nationale pour faciliter les contacts et la compréhension. Donc ça c'est quelque chose qui marche assez bien et qui doit continuer à prendre de l'ampleur. Ensuite, il faut développer les liens avec l'enseignement supérieur en s'appuyant sur des dispositifs qui sont déjà en place, par exemple comme IHEDN Jeunes. Les armées proposent en outre de nombreuses formules pour expliquer ce que nous faisons. C'est les escadrilles Air Jeunesse pour l'armée de l'air, c'est le rallye au sport citoyen, c'est le stage de 3e, l'année dernière c'est le stage de seconde. Donc il y a tout un tas de formules, c'est les préparations militaires perlées, il y a beaucoup de choses. Ensuite, la JDC Nouvelle Génération, dont vous a peut-être parlé le ministre, qui est conduite, dont l'étude et la mise en place est conduite par la DSNJ, est probablement l'occasion de densifier les échanges avec la jeunesse. Ceci est en cours de finalisation. Cette contribution passe aussi par la réserve, pour en faire le pilier de ce lien armée-nation en poursuivant la déclinaison de l'ambition réserve. Une ambition, vous vous en souvenez, qui vise au doublement de la réserve. Ça se traduit par le recrutement de 3800 réservistes opérationnels de la Héro 1 en 2025. C'est aussi des projets concrets initiés par les armées, les flottilles côtières, les bases aériennes projetables de réserve. Il faut maintenir ce besoin pour concevoir les réserves comme un vrai réservoir de capacité quasiment immédiatement employable, en tout cas employable dans des délais raisonnables. Ça veut dire qu'il faut qu'on change d'échelle dans la gestion des réservistes, qui est quelque chose qui est aujourd'hui pas satisfaisant et probablement un peu en retard par rapport à la gestion qu'on a des personnels d'actifs. Et il faut qu'on arrive à les intégrer quand on obtiendra le volume d'un réserviste pour 2 membres d'actifs. Il faut bien évidemment, assez logiquement, qu'en fait la réserve soit nativement intégrée dans l'organisation des armées. Non pas avec un réserviste pour un poste, mais en fonction d'un certain nombre de postes à identifier, voir si c'est des postes ponctuels et qui ne sont pas activés toute l'année. Au contraire, des postes activés toute l'année, il faut prévoir plusieurs réservistes. Donc il y a une vraie mise à plat qui est en train de se décliner dans les armées, direction et services pour identifier où on doit positionner les réservistes, avec quelle qualité et quel rendement, si je peux parler comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut bien évidemment qu'on donne les moyens. Il ne suffit pas de convoquer des réservistes, mais on ne peut pas convoquer des réservistes et leur dire que finalement, ils vont aller loger dans un gymnase avec un lit de camp. Ça, c'est possible si c'est une mission inopinée. Si c'est en régime de croisière, ce n'est pas totalement satisfaisant. Et donc, bien évidemment, ça veut dire de l'infrastructure où un jour, je m'attends à ce qu'on me dise, mais finalement, vous avez une infrastructure pour des réservistes qui ne sont pas là tous les jours. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut bien évidemment qu'ils soient équipés et que dans 10 ans, en fait, ça ne sera pas très normal que les réservistes soient encore équipés de FAMAS si toute l'armée d'actifs est équipée de HK. Donc, il faut être cohérent dans les moyens qu'on va mettre en place pour augmenter ce nombre de réservistes. Il faut aussi qu'on soit plus conscient si notre organisation repose davantage sur les réservistes. On doit bien évidemment un peu assurer cette ressource-là. Et je pense qu'à ce titre, aujourd'hui, en fait, un réserviste, quand on dit qu'on convoque un réserviste, bien souvent, en fait, il est convoqué après avoir assuré lui-même de sa disponibilité propre, mais aussi la disponibilité de son employeur à le lâcher. Vous comprenez bien que si on va sur une organisation beaucoup plus intégratrice des réservistes, il faut pouvoir compter véritablement dessus. Et je pense qu'à ce moment-là, il faudra avancer vers un nouveau dispositif qui fait que le volontariat se situera au niveau de la contractualisation d'un ESR, d'un engagement spécial réserve, mais pas après dans la convocation. Voilà, alors la convocation, ça sera bien évidemment dans des délais, il faudra un préavis qui sera suffisant. Est-ce que c'est 15 jours, est-ce que c'est 1 mois? C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir, mais aussi une forme d'obligation. Sinon, en fait, on va consacrer des moyens pour une ressource dont on ne sera pas sûr de pouvoir tirer dessus, ce qui n'est pas très cohérent et ce qui ne répond pas à la bonne utilisation de l'argent public. Donc, on voit que c'est quand même un problème complexe et vous aurez forcément un rôle à jouer quand je vous parle de modifier un peu les règles de volontariat ou en tout cas le niveau de contrainte qui s'appliquera. Vous avez un rôle à jouer dans ce domaine-là. Ensuite, il y a également la contribution via le partenariat de la BITD élargi, en incluant les start-up et les PME et TPE. Cela passe par une utilisation optimale des moyens et par une expression claire des besoins
Pour cela, il faut ensemble trouver un équilibre entre le développement des programmes pour armes de décision, qui sont les grands programmes à effet majeur que vous connaissez, PANG, Rafale, MGCS, CAF, tout ce qui va avec, et qui doivent s'intégrer avec un impératif d'évolution, probablement beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais aussi des acquisitions plus réactives pour des armes d'usure à une durée de vie limitée, que ce soit les drones, aussi bien drones de combat spécialisés ou drones de commandement. Enfin, il faut investir dans les nouveaux champs cyber, avec, vous connaissez le patch intelligence artificielle, avec une centaine de millions qui sont prévus en 2025, mais aussi l'espace, avec 700 millions prévus en 2025. Donc, une relation dans le domaine du développement capacitaire à réinventer sans la fragiliser. Enfin, il faut contribuer à la résilience de la nation. Ça, c'est par l'appui au FSI. C'est ce qui est fait régulièrement et vous avez pu le constater durant les Jeux Olympiques cet été. Il faut aussi contribuer à la résilience numérique, ce qui était le cas des JOP, mais de manière plus spécifique. Ça, c'est une partie des missions du ComCyber qui peut venir en appui de la résilience numérique de la nation, aller appuyer certaines entreprises. Il faut aussi partager les expertises duales à travers des parcours croisés entre civils et militaires sur des domaines clés que sont le numérique, le renseignement, l'intelligence artificielle, l'espace ou encore la santé. Voilà, donc ça c'était l'axe cohésion nationale qui est le premier, qui est notre centre de gravité. Vient ensuite la solidarité stratégique comme deuxième axe, car les engagements en coalition sont aujourd'hui incontournables et s'ancrent dans les alliances auxquelles nous appartenons. En fait, ce deuxième axe d'effort, solidarité stratégique, qui découle de la nécessité de toujours penser, toujours prendre en compte la question avec qui allons-nous faire ça? Avec qui, bien évidemment, nos moyens qu'on possède, mais avec qui aussi nos alliés, et avec qui aussi, pas des moyens seulement militaires, mais quelquefois de ce que peut nous fournir le civil. Nécessité, car les défis dépassent nos seuls moyens. Cette dynamique est de nature à donner corps au concept de puissance d'équilibre. Nous devons changer la dimension de nos partenariats en étant plus ambitieux encore, impose d'être plus rassembleurs plutôt que meneurs, donc ne pas systématiquement être en première ligne. Je pense que ça c'est important et pas toujours bien compris. L'opération Aspides en est un exemple. À quelques mois des élections US de novembre 2024, la guerre en Ukraine dépasse le sort de la seule Ukraine. C'est l'heure de vérité pour le pilier européen de l'Alliance. L'OTAN est une alliance militaire efficace. Il faut continuer à crédibiliser son C2 opérationnel, sa génération de force, ses plans d'opération et son programme d'entraînement. Les armées françaises tiennent toute leur place dans cette stratégie car contribuent directement à notre protection. Les efforts engagés par les armées sur le segment Europe-OTAN vont dans le sens de cette approche pragmatique avec un certain nombre de créations d'états-majors ou d'opérations qui sont conduites. L'état-major interarmée territoire national constitue une réponse aux enjeux qui pourraient nous être fixés si on devait accueillir des renforts sur notre sol. L'armée de terre a par exemple créé le commandement Terre Europe qui contrôle de manière opérationnelle les forces engagées en Europe ou déployées en Estonie, en Roumanie ou en Pologne. La marine nationale, c'est l'intégration croissante dans des task groups en Atlantique, en Baltique, en Méditerranée. L'armée de l'air, des déploiements dans des missions air shielding au-dessus de la Pologne, mais également au-dessus des pays baltes. Et c'est l'interopérabilité de ces états-majors avec Aircom. Le soutien à l'Ukraine dans la durée doit se combiner avec notre propre transformation. C'est par exemple l'exemple de la transformation de la brigade ukrainienne actuellement en formation dans les camps de Champagne, qui s'appuie sur une logique de cohérence, je vous l'ai dit, à la fois une formation tactique qui inclut la formation à l'utilisation des équipements cédés, tout en assurant leur soutien et leur approvisionnement en munitions. C'est aussi la déclinaison du patch Outre-mer, et un certain nombre d'efforts ont été nécessaires et planifiés dans la loi de programmation militaire avec 13 milliards qui ont été créés sur la LPM et plus 10% des effectifs. C'est aussi une transformation profonde de nos dispositifs en Afrique pour rester actifs et influents auprès de nos partenaires sans avoir à subir les effets de l'instabilité chronique du continent. Le champ de la solidarité stratégique est également celui où s'expriment tous les enjeux d'influence et de lutte informationnelle que nous structurons progressivement, doctrine et stratégie, savoir-faire, acculturation dans les armées. Après la cohésion nationale et la solidarité stratégique, le dernier axe d'effort concerne notre crédibilité opérationnelle qui irrigue les deux précédents et qui est nourrie par eux. La crédibilité opérationnelle s'appuie sur l'ambition fixée de gagner la guerre avant la guerre tout en étant apte à s'engager dans un affrontement de haute intensité. Être prêt pour la guerre, ça veut dire une préparation opérationnelle durcie, de haute intensité, dans un environnement M2MC et dans un cadre interarmé et interallié en incluant les chaînes de soutien. Ça se manifeste par des exercices comme Orion 23 hier, Orion 26 demain, Warfighter, Polaris, Pegasus, ainsi que par le recours au wargaming pour démultiplier l'activité réelle. Pour cela, EPM prévoit plus 160 millions pour l'activité et une prévision de hausse de la disponibilité technique de 4% entre 2024 et 2025.
Ça se décline bien évidemment au niveau des armées et des DSIA, des directions services interarmées. L'armée terre avec son plan stratégique supériorité opérationnelle 2030 et le projet Apogée qui vise à moderniser les espaces d'entraînement. La marine avec son plan stratégique marin de combat. L'armée de l'air avec son concept Morane qui vise à créer des points d'appui choisis en maîtrisant l'empreinte logistique et humaine et l'augmentation simulation massive en réseau pour contourner les défis posés par la 2AD. Ensuite, les DSIA, bien évidemment, sont engagés sur tous nos grands exercices, que ce soit Orion, 24, 23, 26, Dacian Spring l'année prochaine, ou Mousquetaire, qui est le soutien à une nation haute pour des unités qui traversera par la France. C'est aussi Orionis pour le MCO aéronautique. Il faut poursuivre, bien évidemment, le renouvellement de nos équipements. Après la LPM de reconstruction, maintenant une LPM de transformation. J'ai déjà évoqué plus haut les programmes majeurs. Évidemment, d'autres efforts à poursuivre en ce qui concerne les munitions, l'accélération de production Aster, Mika, Scalp, Exocet et les munitions de 155, avec un effort sur les stocks et les flux. Ensuite, la DSA, tout ce qui concerne la défense aérienne, en particulier dans le domaine de la lutte contre les drones, autoprotection des frégates, capacité des munitions de 40 mm, armes à énergie dirigée, avec 500 millions prévus pour 2025. En ce qui concerne les armements futurs, il y a des rénovations à mi-vie, Météor, missiles de croisière navals, mais aussi des développements comme FMAN, FMC et le successeur du LRE. Gagner la guerre avant la guerre, c'est peser sur la guerre en emportant la décision durant les phases de compétition et de contestation. C'est en quelque sorte éviter la guerre, mais la gagner. Le concept, c'est le renforcement de la manœuvre de signalement stratégique avec besoin de stratégie de long terme et d'anticipation. Ça prend du temps, ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Ensuite, il faut prendre en compte les évolutions sur le champ informationnel et ses impacts. Il faut faire évoluer ou continuer à faire évoluer notre commandement interarmé en recherchant une plus grande plasticité du commandement pour s'adapter aux différents types de situations et faciliter l'initiative. Enfin, il faut accélérer la transformation numérique pour aider à la décision, aller plus vite que l'adversaire et être capable de traiter de la donnée en masse, c'est-à-dire gagner du temps. Enfin, il faut être capable de dominer et de durer. C'est la question centrale de la soutenabilité du modèle. C'est un critère fondamental de notre crédibilité et de notre liberté d'action sur le long terme. Et les développements capacitaires et les opérations doivent être toujours évalués sous cet angle-là. Ça nécessite, au lancement d'un programme, une analyse de la valeur complète pour éviter les effets d'éviction. En conclusion, le PLF montre que la nation a conscience de la situation internationale et des menaces qui pèsent sur notre pays en particulier. Les armées mesurent pleinement l'effort de la nation et conscient de l'exigence que cela suppose dans l'emploi des ressources qui nous sont allouées. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, mon général. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes. Et nous commençons par Laurent Jacobelli pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Mon général, merci de votre présence. 3 semaines d'intervalle. Merci de l'occasion que vous nous donnez de discuter à nouveau avec vous dans ce cadre du PLF 2025. Vous avez évoqué les axes stratégiques et les opérations en cours. Tout cela demande des moyens humains et bien évidemment aussi des moyens financiers. C'est sur cela, si vous le permettez, que je vais m'attarder. Nous constatons que la défense est relativement épargnée par les coupes budgétaires, qu'elle devrait bénéficier, en tout cas facialement, de la hausse des 3,3 milliards prévus, cette fameuse marche prévue à la LPM, pour atteindre 50,5 milliards d'euros. Néanmoins, avec le groupe Rassemblement National, nous allons scruter précisément si cette hausse est réelle. En effet, tout cela nous semble assez fragile à l'aune de ce qui s'est passé en 2024. En 2024, le mécanisme de solidarité interministérielle risque d'ores et déjà de ne plus absorber totalement les dépassements habituels des provisions pour les opérations extérieures. Il y avait 750 millions d'initialement provisionnés. On risque de dépasser de 2 milliards, ce qui risque d'alourdir la charge du budget de la défense. Par ailleurs, j'ajouterai l'aide à l'Ukraine, dont le montant s'élève à 3 milliards d'euros en 2024, là aussi censé relever de cette solidarité interministérielle. Or, nous craignons fort, et je crois que les faits semblent le prouver, que l'effort principal en incombe à la défense au détriment de la reconstruction de nos propres forces, en tout cas partiellement. Il est à craindre que ce scénario se répète, voire s'aggrave en 2025, tant la situation financière catastrophique de notre pays rend illusoire la solidarité entre les différents ministères.
D'une manière générale, donc, nous nous inquiétons de savoir ce que vont devenir ces 50,5 milliards, surtout que nous avons vu en 2024 le gel et le surgel d'un certain nombre de lignes de budget pour 2,6 milliards. Rien ne nous dit qu'il ne sera pas de même en 2025. Ainsi donc, vous aurez à gérer un budget qui ira entre 47 milliards et 50 milliards et demi à périmètre constant, périmètre LPM. Ma question est donc, et je dépasse un tout petit peu, mais c'est important, excusez-moi, quels sont les postes qui vous semblent devoir être absolument sanctuarisés dans le cas où nous aurions à payer, ou vous auriez à payer l'intégralité des OPEX, et sur quel poste on pourrait avoir de la marge de manœuvre? Merci, mon général. Vous pouvez répondre, mon général. Monsieur le député, merci pour votre question. Tout d'abord, quelques précisions en ce qui concerne le BOP-OPEX, effectivement, qui va aller probablement au-delà des 800 millions, avec un certain nombre d'opérations, d'engagements qui n'avaient pas été prévus, non pas anticipés, mais pas prévus. Ce qui était prévu, c'était par exemple les Jeux Olympiques, qui vient faire seulement une opération qu'on ne va pas reconduire toutes les années, même si je comprends que les Français seraient assez prêts, finalement, à faire les Jeux Olympiques tous les années. Mais de fait, non. Donc ça, c'est quelque chose, c'est de la classe entre 300 et 400 millions. Il y a ça. Il y a des opérations qui n'avaient pas été prévues. Par exemple, le soutien à la projection des FSI en Nouvelle-Calédonie, qui a nécessité un effort conséquent de la part des armées. Donc tout ceci pour dire que ce n'est pas totalement anormal que finalement le BOP-OPEX soit supérieur à ce qu'il était provisionné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la solidarité interministérielle sur le dépassement du OPEX, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, me semble-t-il, et vous y avez veillé. Et je comprends que c'est quand même vous qui faites, in fine, regarder comment la loi est appliquée. Deuxième chose. Troisième chose, en ce qui concerne, vous l'avez dit, en fait, on voit bien que finalement, il n'y a pas de ministère. La situation fait qu'il n'y a pas de ministère qui pourrait réellement contribuer à ça. Donc en fait, vous avez aussi dit que c'était quelque chose qui n'était pas souhaitable. C'est probablement ce que la loi dit, mais peut-être que ça ne sera pas souhaitable ou pas possible, ou en tout cas pas possible sur la totalité. J'espère en tout cas que ça sera le mieux possible. Ça, c'est le troisième point. Le dernier point, maintenant, vous me dites comment je ferai, ce à quoi je renoncerai. Quand je choisis, je renonce. Là, je vous redis, en fait, la LPM, elle a été construite pour être cohérente. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas choisir des postes entiers sur lesquels on va diminuer, mais il faut diminuer ça de manière cohérente. Et que, par exemple, je n'ai pas intérêt à avoir une cible atteinte pour des matériels si je ne suis pas capable d'entraîner les gens et pas capable d'avoir les munitions et le MCO qui va avec. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui soit en logique et toujours regarder quelle est la cohérence finalement avec quels sont les effets que j'arriverai à produire avec ce qui me restera. Et que j'ai finalement le maximum de capacité qui reste après avoir fait forcément probablement des renoncements, vous l'avez dit. Merci, mon général. La parole est à François Cormier-Bouligeon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Mon général, au nom du groupe Ensemble pour la République, je veux d'abord avoir une pensée pour les soldats français de la FINUL, sous le feu de ce conflit né du non-respect par le Hezbollah de la résolution 1701 et dont d'ailleurs sont d'abord victimes les civils des deux côtés de la frontière. Mais j'en viens à mes questions et c'est l'ancien rapporteur du P178 Terre et le nouveau rapporteur du 146 qui s'adressent à vous. La préservation de nos capacités de frappe à longue portée est impérative dans le contexte stratégique que nous connaissons. Or, le lance-roquettes unitaire, le LRU, arrive en fin de vie et son remplacement devient urgent, vous l'avez évoqué furtivement. La LPM prévoit, je cite, que s'agissant des capacités de frappe de longue portée, la recherche d'une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquettes unitaire dans les meilleurs délais. Or, à ce stade, aucune commande n'a été lancée auprès de nos industriels. Bien plus, selon certaines sources, l'hypothèse d'un achat sur étagère de solutions étrangères serait à l'étude, voire privilégiée, à l'encontre de ce que prévoit la LPM votée par le Parlement. Pourriez-vous, mon général, nous éclaircir sur ce point ? Quelle solution est privilégiée par l'état-major des armées ? Le recours à des solutions étrangères ne serait-elle pas de nature à restreindre nos capacités d'emploi de ce système d'armes ? Par ailleurs, se doter d'un successeur du LRU ne sera peut-être pas suffisant
dans le contexte stratégique actuel. Le conflit en Ukraine ainsi que les récentes attaques de l'Iran des Mollahs rappellent en effet que les capacités de frappe à très longue portée de type missile balistique terrestre constituent une arme stratégique pour nos compétiteurs. C'est dans ce contexte qu'en juillet 2024, 5 pays européens, dont la France, ont signé une lettre d'intention pour travailler en commun sur le développement d'une frappe dans la profondeur dans le cadre de l'initiative ELSA de l'OTAN. Quelles sont les solutions capacitaires étudiées par l'état-major des armées au titre de cette initiative, mon général, et quelle serait l'articulation entre, d'une part, ce projet européen de missiles à très longue portée et le successeur du LRU? Je vous remercie, mon général. Mon général, la parole est à vous. Monsieur le député, merci beaucoup pour votre question et tout d'abord pour votre préambule rendant hommage aux soldats de la FINUL, pas les soldats seulement français de la FINUL, mais tous les soldats de la FINUL qui effectivement remplissent la mission qui leur a été fixée à travers la résolution 1701 et c'est quelque chose qui est à souligner et donc effectivement c'est très bien. En ce qui concerne votre question sur les frappes dans la profondeur, et vous avez raison de bien distinguer deux choses différentes. Il y a tout d'abord ce que je pense qu'il faut nommer, si on ne veut pas se tromper, le successeur du LRU. Parce que frappe dans la profondeur, en fait, la profondeur, il y a courte profondeur et grande profondeur. Donc c'est bien le successeur du LRU, qui était quelque chose qui était effectivement bien identifié dans la loi de programmation militaire, avec, comme vous l'avez dit, en cherchant à privilégier une solution souveraine. Je pense que c'est toujours le cas, et que c'est pas à moi de faire, vous allez bientôt recevoir le DGA, et qui vous donnera des informations plus précises, mais c'est bien dans ce sens-là que ça avance, et il n'y a pas de remise en cause et le temps n'a pas été perdu à défaut que ça ait été contractualisé puisque les gens avec qui on va travailler, les sociétés et les entreprises avec qui on va travailler sont bien identifiés et on progresse sur ce domaine-là. Donc, oui. Maintenant, sur le sujet privilégier la souveraineté est effectivement quelque chose qu'on fait habituellement et quasiment systématiquement. L'armée française dispose de très peu d'armements étrangers. Mais il y a quand même à un moment un vrai sujet aussi de bonne utilisation de l'argent public. Ce n'est pas le cas du successeur du LRU à ce stade. Mais en fait, vous voyez bien qu'à un moment, la bonne utilisation fait que je ne peux pas non plus, moi, finalement, recommander d'acheter quelque chose qui coûte X fois plus cher, alors que c'est quelque chose que je peux trouver sur étagère ailleurs. Alors, je pense qu'il y a des matériels sur lesquels il ne faut absolument pas le faire, parce qu'en fait, la perte de souveraineté a des conséquences importantes. Je pense qu'il y a d'autres matériels sur lesquels, en fait, on a le droit de se poser la question, en ayant bien identifié la priorité nationale, qui est quelque chose qui est important. Mais il y a quand même un vrai sujet de à quelle vitesse je me fais livrer, avec quel matériel, quel effet ça produit. Voilà. Ce n'est pas le cas du successeur du LRU actuellement, mais comprenez que ce soit quand même une question qu'on puisse se poser. Maintenant, vous avez parlé de l'initiative ELSA, qui est effectivement un dispositif de frappe dans la profondeur, dans la grande profondeur, puisque là on parle de c'est en milliers de kilomètres et non pas en centaines de kilomètres. Et donc ça, c'est une initiative qui est lancée au niveau européen, prenant en compte l'évolution de l'environnement stratégique, voyant les armes utilisées sur les théâtres d'opération par les différents belligérants, que ce soit en Ukraine, que ce soit au PMO ou d'autres pays. Et donc effectivement, la question se pose de dire, devons-nous, nous aussi, posséder ce type d'armes? Et on voit bien que ce type d'arme, il prend tout son sens si c'est un pilier européen de la défense qui est capable de développer ça, déjà de faire les recherches, de le développer et ensuite de le posséder. Merci, mon général. J'ai une demande d'interruption pour aller à un vote sur une motion de rejet. Donc, je vais faire une petite... Il y a combien de temps, à peu près? Un quart d'heure. Donc, on peut prendre encore quelques questions. Mais nous aurons une petite interruption au temps d'un vote. Alors, la parole est à Abdelkader Lamar pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question concerne l'actualité internationale la plus brûlante et l'impact que celle-ci aura sur le budget des armées. Au début du mois d'octobre, l'Iran a lancé plusieurs centaines de missiles en direction d'Israël en réponse à l'élimination de chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. La plupart de ces missiles ont été interceptés et la seule perte humaine à déplorer est celle d'un civil palestinien en Cisjordanie. Le 2 octobre, à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée, nous avons appris par un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que la France avait
je cite, « participer par ses moyens militaires au Moyen-Orient à parer la menace iranienne ». Notre pays n'a pourtant jamais signé, à ma connaissance, d'accord d'assistance ou de coopération militaire avec Israël. Déjà en avril dernier, après une première salve de missiles iraniens en direction d'Israël, le président de la République avait avoué du bout des lèvres que la France avait participé aux opérations d'interception. Ce soutien militaire à Israël devient donc récurrent. Si le président de la République a annoncé l'arrêt des ventes d'armes à Israël, avant de rétropédaler sous la pression des partisans du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou, il semble que cet appui au régime israélien prend aujourd'hui une forme beaucoup plus directe et bien éloignée du rôle de médiateur et de défenseur de la paix que devrait jouer la France dans la région. Est-ce à dire que notre pays est impliqué militairement dans une nouvelle opération extérieure, qu'il s'agit donc de planifier et de financer? Les documents budgétaires en notre possession montrent pourtant une stabilité des crédits alloués aux surcoûts liés aux opérations extérieures. Donc ma question très simple, quels moyens sont concrètement mobilisés par nos armées pour intercepter les missiles iraniens visant le sol israélien et quel impact ce genre d'opération a-t-il en termes de surcoût pour les opérations extérieures? Je vous remercie. Alors, mon général, c'est pas tout à fait une question en lien avec le PLF, sauf sur la fin, il y a le coût éventuellement, voilà. Mais ça a un peu tiré par les cheveux. Mais, Utiliser des armes, ça a toujours un coût. Hein. Si c'est fin de gestion 2024, c'est pas 2025. Bah oui, comme vous ne les posez pas. Dis-le. Non, mais la réponse, ça va être tout d'abord que ça ne concerne pas le PLF 2025, mais éventuellement la fin de gestion du PLF 2024. Ça, c'est la première réponse. On est bien d'accord? Voilà. Le vote est à 18h, donc effectivement, vous pouvez y aller maintenant. Donc, suspension de séance, le temps du vote.
Mes chers collègues, on reprend nos travaux et donc la parole est à Josie Pouetto pour le groupe démocrate. Merci Président, Général, chers collègues. Donc au nom donc, de mon groupe, des démocrates, voilà, enfin, mon groupe, je suis désolée, mon cher Franck, mais bon, je ne vais pas te proposer de venir compléter, c'est pas la peine, vous êtes assez nombreux là-bas. Donc voilà, je voudrais donc ici rappeler la vigilance qui est la nôtre, et vous le savez, Général, parce qu'on en a souvent discuté, qu'en ce qui concerne le respect de la trajectoire budgétaire telle qu'elle a été définie dans la LPM jusqu'en 2030 nous tient énormément à cœur. Le contexte géostratégique que l'on connaît exige de nous une grande responsabilité en dépit des fortes contraintes qui pèsent dans la préparation du budget 2025. Certes, les armées doivent se montrer exemplaires, irréprochables dans leur part de dépenses publiques, mais elles ne peuvent être identifiées comme une variable d'ajustement budgétaire, comme cela a été trop souvent le cas avant 2017. Je l'ai souvent exprimé. Je rappelle que notre majorité est à l'origine de la réparation de nos armées dès 2017, dans une démarche transpartisane. Nous avons désormais engagé collectivement leur transformation, leur modernisation dans cette nouvelle LPM. Notre pays a besoin de cet effort national pour assurer à la fois notre sécurité, notamment face aux nouvelles menaces, et pour garantir notre crédibilité à travers le monde. À cet égard, Général, je souhaiterais vous interroger sur l'avenir de la présence française au Tchad. En effet, j'ai lu dans la presse cet été qu'il était envisagé d'y diminuer les effectifs. Certaines sources évoquaient l'hypothèse de diviser par 3 le nombre de militaires français sur la base de N'Djamena. Est-il exact ce que je viens de vous dire, de lire, d'avoir lu? Faut-il y voir un lien avec un enjeu budgétaire ou bien la traduction d'une vision stratégique? Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet qui concerne aussi bien l'Afrique que notre capacité de projection? Si bien entendu s'exprimer le président de la République sur la volonté de la France de maintenir des forces au Tchad, ainsi que les déclarations rassurantes dès le printemps de l'envoyé spécial Jean-Marie Bockel, je manque toutefois de précision pour me faire une idée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Mon général, la parole est à vous. Madame la députée, merci pour votre question. Tout d'abord, vous le savez, je me suis déjà, c'est pas dans le cadre du PLF 25, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet et je vous ai expliqué pourquoi notre dispositif en Afrique devait évoluer. Ça, c'est la première chose. Et il est en train d'évoluer. La deuxième chose, et je vous l'avais dit aussi, c'est qu'en fait, c'est un peu un abus de langage quand on parle de notre dispositif en Afrique. Ça laisserait penser qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait globalement. Or, en fait, notre dispositif, et en tout cas, c'est bien lié, en fait, ça va se construire par une relation entre la France et chaque pays de manière différente. Et qu'avec chaque pays, on doit conduire une politique qui corresponde aux besoins de ce pays-là, donc avec un volume, avec des actions à conduire, mais aussi un calendrier qui soit propre, un plan et un calendrier qui soit propre à chaque pays. Et donc dans ce cadre-là, on a déjà fait évoluer, c'est en cours d'évolution en Côte d'Ivoire, c'est en cours d'évolution au Gabon, c'est en cours d'évolution au Sénégal, et c'est aussi en cours d'évolution au Tchad, mais en fait, suivant un schéma qui correspond à la relation que le Tchad nous demande de maintenir. Voilà. Merci, mon général. La parole est à Thierry Sauter pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Général, le projet de loi de finances pour 2025, qui impose rigueur et austérité partout, apparaît faire de la défense l'une des seules missions ministérielles à la hauteur des attentes, avec, comme vous l'avez précisé auparavant, 50,5 milliards d'euros, correspondant exactement aux dépenses annoncées, planifiées et adoptées dans la loi de programmation militaire 2024-2030. À l'instar du ministre Lecornu, ici même hier, nous devrions pouvoir nous féliciter pour nos troupes et pour nos capacités opérationnelles. Mais le peut-on vraiment ? La loi de programmation militaire a précisément exclu certaines dépenses de ces crédits. J'en cite le rapport, la contribution du ministère à la Facilité européenne pour la paix et les besoins liés au recomplètement des équipements cédés à l'Ukraine ainsi que les aides à l'acquisition de matériel ou de prestations de défense et de sécurité seront financés en dehors des crédits indiqués par la présente loi de programmation militaire. Et pourtant, j'observe que figure dans la sous-action 0,10 du programme 178 une opération budgétaire de 197 millions d'euros, section comprenant notamment le financement de la Facilité européenne de paix.
Vous-même, Général, vous expliquez dans la présentation de ce programme, ce sont vos mots, l'évolution du conflit en Ukraine, où la Russie poursuit son offensive, nécessite de maintenir un rapport de force capable d'empêcher une victoire russe qui serait désastreuse pour la sécurité européenne. Le renforcement des missions de réassurance à l'Est, les formations et l'équipement des forces armées ukrainiennes continueront d'être une priorité. Je ne souhaite nullement réduire notre soutien à la facilité européenne de paix ou à l'Ukraine, où nous devons soutenir le plan de victoire présenté par le président Zelensky. Ma question générale porte sur la sincérité du budget. Avons-nous réellement sous les yeux un PLF qui atteint avec précision et rectitude les ambitions de la loi de programmation militaire, ou ce budget est-il artificiellement gonflé pour se mettre à la hauteur de la LPM en incluant insidieusement des dépenses comme le renouvellement du matériel fourni à l'Ukraine ou la contribution française à la facilité européenne de paix? Si tel était le cas, à combien se portent les crédits ne correspondant pas directement à la LPM? Merci. Mon général. Votre question est un peu complexe. Je pense que la LPM, elle est sincère. Après, la facilité européenne de paix est quelque chose qui engage la France et pas seulement le budget des armées. Il y a des décisions politiques qui sont prises pour faire porter par certaines lignes budgétaires ou d'autres le financement du financement européen de paix européenne. Et qu'il faut bien comprendre que quand on finance la FEP, en fait, on a aussi un retour de la FEP. Et donc, c'est à la fin qu'on fait la balance pour savoir sur ce qui a été pris le budget et ce qui est revenu. Merci. La parole est à Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir exceptionnellement dans votre commission. J'ignorais que les débats étaient restreints au seul budget et avait malheureusement préparé une question plus générale pour le général qui portait sur Mayotte, où le chef d'état-major était il y a quelques jours à peine. Général, je vous épargne donc de répondre à ma supplique et mon appel à l'aide pour Mayotte. Général, avec tout le respect dû à votre fonction et votre grade, avec tout le respect que je porte aux hommes et aux femmes qui portent l'uniforme militaire et servent notre pays, quand allez-vous enfin mobiliser nos forces armées pour protéger Mayotte des ingérences comoriennes et de l'instrumentalisation des flux migratoires qui déstabilisent notre département? Quand modifierez-vous votre stratégie indo-pacifique et l'organisation des FASOI pour réarmer Mayotte et protéger notre frontière? Quand déploierez-vous enfin la Marine nationale pour aider vos frères d'armes, gendarmes et policiers en mer pour exercer notre souveraineté? Quand mettrez-vous fin à votre coopération militaire avec les Comoriens qui nous revendiquent? Quand cesserez-vous de former ceux qui organisent la déstabilisation comorienne de Mayotte? Quand cesserez-vous de considérer que la progression des pingouins et des autres expérimentations scientifiques dans les îles éparses sont plus importantes que la défense de nos concitoyens à Mayotte, en consacrant enfin des jours de mer plus nombreux pour les eaux mahoraises que dans les îles éparses? Général, quand allez-vous réellement, activement, concrètement défendre la souveraineté française et vos concitoyens à Mayotte? Je ne poserai donc pas cette question car elle ne concerne pas spécifiquement le budget. Je vous remercie. Très bien. Étant donné que vous n'avez pas posé la question, je passe la parole à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général Burkhardt, pour vos interventions et votre présence. Général, nous avons dû faire nos adieux au FAMAS, fusil d'assaut, qui a accompagné toute une génération de soldats et de volontaires du service militaire. Il a été remplacé par le HK416, un fusil non plus fabriqué à Saint-Étienne, mais dans des usines allemandes. Le FN SCAR, utilisé par le groupement commando parachutiste, est fabriqué en Belgique, et nos pistolets Glock 17 viennent d'Autriche. Le constat est sans appel. Si nous n'hésitons pas à nous fournir auprès de nos partenaires européens, la réciproque n'est pas toujours vraie. L'expérience du Rafale est là pour le démontrer. Cet avion, dont nous savons ici qu'il est le meilleur du monde par sa polyvalence affichée, nous le vendons bien plus facilement à des nations hors Union européenne. Pourtant, il nous faut garantir notre autonomie en matière de défense. Il nous faut garantir la protection de nos troupes et de nos infrastructures sans dépendre excessivement des technologies et des matériels produits ailleurs. Pour l'heure, nous n'observons pas la mise en œuvre de mesures concrètes permettant d'assurer que la France, en tant que puissance militaire de premier rang, puisse subvenir à ses besoins. Constatez-vous une volonté de réindustrialiser le territoire en matière de fabrication d'armements individuels? Notre indépendance technologique se joue également sur d'autres plans.
Les semi-conducteurs essentiels dans presque tous les équipements modernes sont en grande majorité produits en Asie, notamment à Taïwan et en Corée du Sud, ce qui poserait un problème majeur en cas de tension dans la région ou de blocages commerciaux. Dans ce contexte, je souhaiterais donc connaître quelle est notre dépendance à cet égard. Au regard de cette dépendance, avons-nous mis en place des stocks stratégiques suffisants pour faire face à une éventuelle rupture d'approvisionnement ? Enfin, le fait d'acheter nombre de ces matériels à l'étranger ne représente-t-il pas un surcoût par rapport à une fabrication nationale de ces armements ? Merci. Mon général, la parole est à vous. Monsieur le député, merci pour votre question. Tout d'abord, en ce qui concerne les FAMAS, il en reste encore, puisque cette année, on va recevoir 8000 HK et on a en commandé encore 8000. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit courir jusqu'en 2030 à peu près. Donc il nous reste encore quelques FAMAS. Et comme je vous le disais, en fait, ces FAMAS-là, c'est aussi ceux qui équiperont demain la réserve. Et je pense qu'un jour, il faudra passer sur un système d'armes unique pour ne pas avoir des réservistes avec un type d'arme et des gens d'actifs avec une autre arme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est votre question, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas acheté un armement français et est-ce que c'est quelque chose qui, en fait, votre première question, remet en cause notre souveraineté ? Je pense que quand on achète de l'armement à un pays européen, a fortiori l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, je pense qu'en fait, effectivement, c'est peut-être un petit accroc à la stricte souveraineté. Néanmoins, c'est quand même pas un grand risque qu'on prend. Et que c'est assez logique. Si vous développez des Rafales, si vous construisez un porte-avions NG, en fait, ça nécessite un effort et probablement que c'est quelque chose qui est compensé en disant je vais plutôt réduire un peu ma stricte souveraineté sur des choses qui sont moins importantes et que de toute façon, il y a quand même eu compétition et un choix qui a été fait sur un appel d'offres pour sélectionner le HK. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un accroc à la souveraineté. On se fournirait en armement sur un pays d'Extrême-Orient ou je ne sais pas, on pourrait effectivement se dire est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous met en péril ? Je pense que fabriquer un armement conjoint avec les Allemands, comme on le fait pour le MGCS ou le SCAF, est quelque chose qui n'est pas incohérent. Merci, mon général. Nous avons fini les orateurs de groupe, donc nous allons passer aux questions des autres députés. Donc pour 1 minute, Franck Giletti. Depuis le mois dernier, nos forces armées forment et équipent les 2300 soldats de la brigade ukrainienne Anne de Kiev au sein du camp militaire du Grand Est. Il s'agit d'un modèle de soutien à l'Ukraine unique que seule la France met en œuvre en mobilisant 1500 de ses militaires. Cette formation nécessaire aux forces ukrainiennes bénéficie non seulement de l'expérience de nos armées ainsi que de leur savoir-faire, mais permettra également à terme à cette brigade d'être équipée de, je ne vais pas les citer, mais enfin les 126 véhicules de l'avant blindés, 18 canons César, 18 blindés de reconnaissance, 10 TRM ainsi que 20 postes Milan. Un coût pour le budget initialement dédié à nos armées qui doit pouvoir compter sur la solidarité gouvernementale, on en a parlé avec le ministre hier encore, pour être abondé si la France veut pouvoir continuer à apporter son aide aux soldats ukrainiens. Mon général, pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les coûts engendrés par cette formation et l'impact aussi sur l'activité de nos armées, notamment si celle-ci doit perdurer dans le temps ? Je vous remercie. Mon général. Alors, monsieur le député, je constate que c'est une question qui est plus en lien avec la fin de gestion 2024 qu'avec le PLF 2025. Néanmoins, bien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première chose, c'est que effectivement, c'est notre contribution à l'appui à l'armée ukrainienne, et que c'est quelque chose qui est assez inédit, effectivement, de former d'un bloc une brigade sur les matériels que les militaires utiliseront et livrer ces matériels en même temps avec la partie MCO, la partie munitions. Et c'est quand même quelque chose qui a du sens, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une unité qui est quasiment employable d'emblée ou presque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, ça nécessite un engagement assez fort de l'armée de terre en particulier, mais aussi des soutiens, parce qu'en fait, c'est une configuration assez particulière. Ce n'est pas quelque chose, quand il y a une brigade de l'armée française qui vient s'entraîner à Mailly ou à Montbellon, en fait, assez logiquement, elle vient avec une partie de ses soutiens de garnison. Force est de reconnaître que cette brigade-là, en fait, ne vient pas, et donc c'est un soutien qu'il faut mettre en plus. Donc c'est un vrai tour de force du soutien, et qui a été parfaitement exécuté. Qui a un impact sur l'activité, oui. Maintenant, en fait, je dis quand même, les 1500 militaires français qui sont engagés dans cette mission-là, en fait, faire du partenariat militaire opérationnel et faire de l'instruction et de la formation est un savoir-faire, et que les gens doivent maîtriser, et qui est généralement extrêmement valorisant. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais quand vous avez finalement une section qui est engagée dans une mission comme ça, où chacun instruit à son niveau,
quand on développe ces savoir-faire pédagogiques, quand on a préparé, quand on transmet un savoir à quelqu'un, je pense qu'on le maîtrise mieux. Donc c'est pour moi pas quelque chose qui est une perte sèche et en distorsion avec ce que les militaires doivent faire. En fait, moi, où je suis vigilant, c'est quand il y a vraiment des missions où finalement, ce que les gens font ne ressemble pas du tout à ce qu'ils doivent faire et n'a pas d'impact positif sur la formation. Je pense que les militaires qui ont été engagés, qui sont engagés quand ils sortiront de cette mission-là, auront tiré un bénéfice. Donc il n'y a pas... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout pour masquer. Je pense que c'est une vraie mission qui est faite peut-être à la place de Sentinelle ou de quelque chose comme ça. Mais c'est une vraie mission et qui apporte, à mon avis, beaucoup de savoir-faire et de retour d'expérience. Merci, mon général. Mes chers collègues, nous avons 4 questions. Donc, je crois que vous devez partir à 19h pétante. Donc, je pense qu'on peut passer une question après l'autre. Donc, je fais ce choix-là de façon à ce que les débats soient plus nourris, vu qu'on a la chance d'avoir du temps. Par contre, mon général, je vous laisse gérer le temps. De toute façon, vous avez 4 questions devant vous. Équilibrez les réponses si vous voulez bien. Et donc, la parole est à Arnaud Saint-Martin. Bonsoir, merci Monsieur le Président. Mais, mon général, j'ai une question qui concerne le financement croissant de l'économie de l'armement par les start-up, qui est quelque chose qui est particulièrement en vogue, notamment via les programmes de l'Agence d'innovation. Je citerai par exemple le programme Proxima de la DGA, qui est basé sur des accords cadres avec 5 startups pour développer des ordinateurs quantiques d'ici 2035 pour un budget de 400 millions d'euros. Je pourrais évoquer aussi des mini-lanceurs dans le spatial, etc. Donc là, il y a un recours à ces startups et les financements alloués néanmoins restent un peu flous dans les enveloppes et surtout dans les modes d'évaluation de ces développements techniques. Moi, j'aimerais en savoir plus sur votre perception de ce type d'investissement s'agissant de l'interaction avec la loi de programmation. Ce mode de financement risque-t-il d'aller à l'encontre des promesses de crédit en ressources humaines? Et quel bilan vous en tirez de ce recours aux startups par l'Agence de l'innovation sur la commande publique? Quels sont les résultats? Sont-ils à la hauteur des attentes capacitaires, opérationnelles? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le député, merci pour cette question. Effectivement, en fait, on s'aperçoit que les startups aujourd'hui font pleinement partie des startups ou PME, parce qu'en fait, c'est un type de PME ou petites et moyennes entreprises. C'est quelque chose qui prend, il y a bien évidemment beaucoup plus de place aujourd'hui pour ces petites entreprises. Il y en a beaucoup plus présentes dans le tissu économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi les enseignements de la guerre en Ukraine ou des opérations qui sont conduites en mer Rouge. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de matériel qui évolue très très vite. Déjà parce que nos adversaires évoluent très très vite et donc il faut être capable de s'adapter. Et on voit bien la place qu'a pris, par exemple, des petits objets aujourd'hui, tels des micro-drones, des mini-drones. Et assez intuitivement, on peut se dire qu'on ne va pas construire ces choses-là de la même manière qu'on construit un Rafale ou qu'on construit un MGCS. Et donc, il faut qu'on soit capable de mieux utiliser ça. Ça commence, mais il faut aller plus loin et il faut qu'on adapte complètement la manière dont on le fait. Après, vous avez dit que les financements sont assez flous. En fait, c'est quand même un peu lié justement à ce qu'on va acheter dans ces entreprises-là et l'agilité que ça nous procure. Je ne suis pas sûr que ça serait très sensé de se dire que 5 ans avant, en fait, en telle année, on va acheter ça. Je pense que c'est un peu antinomique avec ce qu'on cherche justement à acquérir dans ces startups ou PME. Or, en fait, je pense vraiment, je vais y arriver, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on doit vraiment pleinement développer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on a besoin de drones d'observation qui doivent peser entre 20 et 30 kilos, ou 50 kilos même, je pense qu'aujourd'hui, sur étagère en France, il doit y avoir une trentaine ou une quarantaine de modèles. Et si on ouvre à l'extérieur, même si ce n'est pas c'est pas la préférence nationale, mais si on allait chercher à l'extérieur, je pense qu'on trouverait 400 ou 500 modèles. Rien qu'en national, ça serait quand même bien surprenant que sur les 40 modèles disponibles, ou la quarantaine de modèles disponibles, on ne trouve pas quelque chose qui corresponde à peu près à notre besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on fait comme ça, est-ce qu'il est bien judicieux sur un type de matériel qui est utilisé, et je ne pense pas que ce soit un matériel qu'on va upgrader 4 ou 5 fois dans sa vie. C'est quelque chose qui va être utilisé 5 ans. D'ailleurs, je pense qu'au bout de 5 ans, il sera soit utilisé au combat, il aura disparu, soit il sera usé et on l'aura fait. Est-ce qu'il faut commander 200 drones de ce type-là? Ou est-ce qu'il faut en commander par série de 10 ou 15? Et je pense que quand on en commande 15,
une PME est capable d'en livrer 15. Probablement pas 200. Ou en tout cas, on va y mettre un cahier des charges en termes de soutenabilité, de maintien du MCO, qui, à mon avis, ne serait pas très cohérent avec l'emploi qu'on veut en faire, et surtout l'agilité que ça demande. Et ça serait complètement stupide d'avoir 4 ans ou 5 ans après le 200e modèle identique au premier qu'on a commandé. Alors qu'en fait, en commander 10 ou 15 ou 20, c'est à des ordres de grandeur, à mon avis, a du sens. Et en fait, il faut, le prochain coup, en commander 20 qui ne seront pas complètement différents, mais qui seront peut-être à une autre entreprise, peut-être la même si elle a upgradé son modèle, ou peut-être une autre, et qui aura un modèle qui sera encore plus perfectionné. Et donc, c'est là aussi pas des sommes qui sont énormes, et donc c'est plutôt sur les AOA que c'est pris, et donc c'est normal que ça soit assez agile. Donc oui, ça, pour moi, il y a grand avenir dans cette affaire-là, et ça nécessite que tout le monde en fait se réorganise, à la fois nous, dans la manière dont on exprime nos besoins, à la fois dans notre capacité avec la DG à contractualiser quelque chose qui est peut-être 10 contrats de 20 plutôt qu'un gros contrat de 200. Mais je pense que c'est vraiment l'avenir et que c'est comme ça qu'on pourra pleinement exploiter. Et les PME et les startups, en fait, vont forcément y trouver leur compte. Sujet important qu'on aura l'occasion de retrouver lors de notre cycle sur l'économie de guerre qui suivra la loi de finances. Donc, des beaux sujets qui est à venir. La parole est à Alexandre Dufossé. Merci, Monsieur le Président, mon général. Nos forces doivent se préparer à la guerre de haute intensité, et cela passe entre autres par la capacité à assurer leur logistique et leur mise en condition opérationnelle. On note depuis plusieurs années une tendance à sous-traiter ces missions à des entreprises de services de soutien et de défense, y compris sur des théâtres d'opérations extérieures parfois sensibles, comme l'opération Barkhane. Cette situation pourrait mettre nos forces à risque sur le court terme, en raison d'une perte d'autonomie, et sur le long terme, en raison d'une perte de savoir-faire. L'enjeu ici est d'ordre stratégique et soulève la question et l'identité même de notre armée. Mais il est aussi d'ordre budgétaire, d'où ma question. Pensez-vous que la dotation à la logistique et à la MCO, telle que prévue dans le PLF 2025, en baisse par rapport à 2024, permet-elle de maintenir le recours au privé comme une exception à la règle et d'amorcer une réinternalisation de ces missions dans une logique de renforcement de notre indépendance stratégique? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour cette question. En fait, ça rejoint un peu la question, quand j'ai parlé de solidarité stratégique, et je vous ai dit qu'il y avait une question qui était essentielle aujourd'hui, qui est la question du avec qui. En fait, il y a la question du avec qui et quand. Je pense que ce serait pas judicieux de se priver du recours au privé, et qu'en fait, il faut qu'on regarde dans nos schémas opérationnels. Probablement, quand on est dans une entrée en premier, il n'y a pas de cohérence à prendre une entreprise privée pour s'installer. Et d'ailleurs, elle ne serait pas capable de faire. Et nos directions services interarmées font parfaitement ça et doivent être dimensionnées pour faire ça. D'où l'intérêt des SIA qui s'engagent dans Orion, dans Dacian Spring, dans Warfighter. Ça, c'est essentiel. Après, quand sur un théâtre d'opération, finalement, on trouve un régime de croisière, on doit se poser la question, et on doit même en fait l'avoir anticipé, à partir de quel moment, probablement, finalement, qu'on pourra relâcher et transférer cet effet à obtenir avec la question avec qui. Et là, on peut très bien avoir recours au privé. Et si ça produit le même effet et que c'est moins cher, d'une part, tant mieux. Secondo, de fait, je relâche quand même des moyens logistiques patrimoniaux que je vais pouvoir rendre disponibles ou engager sur une autre opération. Et donc, je pense que c'est comme toujours en fait un équilibre à trouver. Et comme j'ai dit, la question du avec qui, c'est bien généralement aussi une question qui se situe dans le temps. Et que l'entrée en premier n'est pas la place pour une entreprise privée. En revanche, une opération qui est dans un régime de croisière, entre guillemets, établi, est quelque chose qui... Alors, il faut qu'on soit capable de passer ces marchés-là. Ça veut dire qu'on exprime correctement les besoins et qu'on soit assez exigeant sur le service rendu. Mais en fait, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et on a des choses qui sont un peu comme intermédiaires, comme l'économie des armées, qui est en fait à cheval sur un service rendu par une société privée et quand même quelque chose qui est en lien avec l'armée. Et vous regarderez que pour les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a une partie du rétex qui a été faite, en fait, on a beaucoup contractualisé à l'extérieur. Et que pour autant, c'est bien une opération militaire. Mais ça aurait été pas très économe et une mauvaise utilisation de l'argent public de vouloir tout faire en interne. Donc c'est question d'équilibre.
Merci. La parole est à Sébastien. Je complète juste, Monsieur le Président, mais néanmoins, attention, pas de leurrage. C'est quand même quelque chose qui coûte. Quand on contractualise une entreprise civile ou privée, c'est effectivement pas des moyens militaires qui sont engagés, mais c'est quelque chose qui se paye, et donc c'est quelque chose qui doit être bien prévu aussi en ligne budgétaire. Je vous en prie. C'est parfois de l'argent qui retombe sur les territoires aussi, donc ça peut être bon aussi. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon général, le ministre de la Défense a indiqué avoir saisi le contrôle général des armées pour examiner les offres soumises dans le cadre de l'acquisition en cours d'un supercalculateur IA. Cette brique technologique est cruciale, critique pour l'avenir des technologies de défense françaises. Ce projet suscite des interrogations aussi sur la souveraineté technologique, alors qu'il y a bien urgence à renforcer l'IA militaire. La saisine du contrôle général justifie bien évidemment prudence et pondération sur ce sujet spécifique du supercalculateur, mais il interroge non pas les moyens dévolus à nos armées, mais la façon dont on les dépense. Dans ce monde géopolitique dont on ne cesse de dépeindre l'incertitude dans cette commission et ailleurs, ne vous semble-t-il pas nécessaire de placer les curseurs de souveraineté et d'autonomie stratégique plus haut dans les critères conduisant nos politiques d'achat? Nous savons que vous ne pouvez pas vous prononcer sur l'affaire évoquée hier, bien évidemment, mais nous vous questionnons sur les évolutions nécessaires de nos politiques d'achat, alors que nous devons être plus réactifs, plus souverains, plus autonomes. Ma question porte donc plus sur le comment que sur le combien, et je vous remercie pour les éclairages que vous voudrez bien nous apporter. En fait, vous l'avez dit, vous avez déjà posé cette question-là, et le ministre qui est le mieux placé vous a déjà répondu. Comment? Alors, de manière générale, c'est un peu la question que j'ai faite sur la préférence nationale. En fait, bien évidemment, la préférence nationale est un des premiers critères, et on doit s'y attacher. La deuxième chose, c'est que la préférence nationale, on n'est pas obligé de l'appliquer de la même manière sur l'ensemble des matériels ou des équipements. La troisième chose, c'est que c'est aussi une question de tempo. En fait, sur le sujet de l'IA, sur lequel on s'est plutôt positionné pour ne pas être en retard, est-ce qu'il faut dire, en fait, je vais prendre du retard parce que je vais appliquer strictement la préférence nationale? C'est un exemple, hein, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais je veux dire, on pourrait se poser la question. Est-ce que je dois être en retard parce que je vais appliquer la préférence nationale? Ou est-ce que, dans un premier temps, dans la réponse au « avec qui », ok, je vais peut-être faire un petit accro à la souveraineté nationale, mais ça va me permettre de monter dans le train, pendant ce temps-là, de développer les moyens, et le bon d'après, parce que ça ne dure pas longtemps, hein, ces outils-là, en pointe. Donc ça veut dire dans, je ne sais pas si c'est 2, 3, 4, 5 ans, mais à mon avis c'est le maximum, ben là on aura probablement réussi à développer un calculateur qui sera complètement souverain. Donc je pense que c'est là aussi une question d'équilibre et de tempo. L'idéal serait qu'on ait quelque chose du bon niveau souverain. Si c'est le cas, je pense que c'est le choix qui sera fait. Sinon, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas prendre du retard à ce titre-là. Et que ce n'est pas une volonté de ne pas appliquer la souveraineté nationale. C'est juste un équilibre entre ne pas perdre de temps et rester dans le wagon de tête. Merci, mon général. La parole est à Julien Limangy. Merci, Monsieur le Président. Mon général, ma question porte sur les conséquences de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Si cette réforme a permis une simplification bienvenue pour une meilleure visibilité sur le salaire de nos militaires, elle a également introduit des changements qui affectent directement leur pouvoir d'achat. Avant la réforme, plusieurs primes n'étaient pas imposables. Or, avec la NPRM, des primes comme l'indemnité de garnison ou l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires sont désormais partiellement soumises à l'impôt sur le revenu. Cela représente une perte de pouvoir d'achat pour nos militaires, ce qui paradoxalement va à l'encontre de l'esprit de la réforme. Vous l'avez dit, mon général, nos femmes et nos hommes sont notre bien le plus précieux. Donc ma question, c'est quelles sont les conséquences de cette NPRM, non seulement sur le budget de nos armées, mais également sur le moral et la motivation de nos troupes, qui pourraient, pour certains, se sentir lésés. Merci à vous. Monsieur le député, merci pour cette question en ce qui concerne la nouvelle politique des rémunérations des militaires. Si vous remettez tout dans le contexte, en fait, cette NPRM, elle a été développée à un moment où, en parallèle, il y avait quelque chose qui s'appelait la réforme des retraites. Et que, dans la partie réforme des retraites, le slogan était « chaque euro cotisé, euro retrouvé sur la retraite ». Et c'est comme ça que, assez logiquement, finalement, il y a un maximum de primes, ou en tout cas des primes qui sont devenues imposables, parce qu'en fait, c'était même plutôt positif et recherché, parce que c'est quelque chose que les militaires allaient retrouver sur leur pension. La pension des militaires, qui n'est pas une retraite exactement,
retraite, en tout cas pension à jouissance immédiate, donc qui est un vrai avantage. Et donc c'était assez logique d'aller dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, la réforme des retraites s'est arrêtée en route, mais la NPRM a été au bout. Et donc, effectivement, on aboutit aujourd'hui à un décalage qui ne touche pas tout le monde, mais qui touche de manière plus ou moins forte un certain nombre de militaires. Et c'est pour ça qu'il est prévu, dans la mise en œuvre de la NPRM, une revoyure, me semble-t-il, en 2026, où justement, parce que jusqu'alors c'était des simulations, en 2026, ça va permettre de prendre en compte cet aspect-là, voir comment finalement on le traite, puisque c'est vrai que ce n'est plus dans les conditions de température et de pression, sont plus celles qui étaient prévues, de voir comment ça va être mieux pris en compte, et voir aussi, parce qu'il y a d'autres, non pas imperfections, mais d'autres impacts de la NPRM, pour voir s'il n'y a pas des populations très spécifiques qui finalement, ce qui a été prévu ne correspond pas exactement. Mais c'est juste ce que vous dites. Merci beaucoup, mon général, pour toutes ces réponses nourries. Merci, mes chers collègues, pour vos questions de qualité et la bonne tenue de nos débats. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour une grosse journée. Nous avons une première audition à 9h avec le chef d'état-major de l'armée de terre, une deuxième à 11h avec le chef d'état-major de la marine et à 16h avec le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Je vous remercie. Bonne soirée à toutes et à tous.